Quel que soit le motif que l'on va vouloir réaliser par la suite, au départ, le principe du damas est toujours un peu le même. Il faut d'abord commencer par préparer une trousse, autrement dit couper et nettoyer des petites plaques d'acier de même dimension que l'on va empiler les unes sur les autres. Je prends ces deux aciers en plaques assez fines, environ 2 mm, pour commencer avec un plus grand nombre de couches. Ici, il y en a 21. La première plaque est plus épaisse et plus longue que les autres car je vais y souder à l'arc la barre qu'on appelle aussi le ringard ou le traînard qui me permettra de tenir la trousse dans la forge. Pour donner du contraste au motif final, j'utilise deux aciers différents. Du XC75 qui est un acier à 0,7% de carbone qui donnera le noir et du 75 Ni8 qu'on appelle aussi le 15N20 qui contient en plus des 0,7% de carbone 2% de nickel et ce nickel permettra à cet acier au final de sortir blanc. Voici les 3 trousses qui vont me permettre de réaliser les différentes parties de la lame. Pour commencer, il faut que la forge soit au moins à 1250 degrés et les soudures se feront entre cette température-là et 1300 environ. Voilà, les 21 couches sont soudées, j'ai étiré la trousse au double de sa longueur, je vais maintenant la couper et la replier en deux pour obtenir 42 couches.
partir de là, je recommence les mêmes étapes, borax, soudure, étirage. Je replie en 2 ou en 3 jusqu'à obtenir le nombre de couches désiré. C'est particulièrement délicat de souder une douille à la forge, surtout en Damas, parce que le métal est très fin, donc il refroidit très vite, et en plus la matrice sur laquelle on vient placer la douille va absorber la chaleur, donc ça accélère encore ce refroidissement, donc il faut aller vraiment très très vite pour faire la soudure. Vous trouverez une explication détaillée sur le Damas Explosion dans les bonus, mais ce qu'il faut retenir au niveau du motif, c'est que le nombre d'étages de flammes, c'est le nombre de couches au départ. Voilà. Et le nombre de crêtes, c'est le nombre de replis qui sont faits à 90 degrés. Quand la trousse est rouge-orange, je la sors de la forge pour la saupoudrer de borax. Le borax, c'est qu'on appelle aussi le borate de sodium. C'est un fondant qui va faciliter la soudure en décapant l'oxydation causée par la chauffe.
On voit bien ici la particularité du Damas Explosion. La trousse a été étirée sur champ et les couches ne sont pas dans le sens de l'épaisseur, mais de la largeur. Avant de torsader le motif explosion, je polis l'extrémité de la barre, ça permet de se rassurer sur les soudures, et ensuite je fais une révélation rapide pour voir si le motif est bien celui recherché. Le deuxième barreau d'explosion est torsadé dans l'autre sens pour avoir une symétrie dans le motif. Et il faut aussi faire attention d'avoir le même nombre de tours dans la torsade pour la régularité du motif.
Au niveau de la pointe, donc au final ça fait ça. Les torsades et le feuilleté. C'est pas exactement ça, mais ce sera plus fin. Donc ça c'est le feuilleté. Là il y a les torsades. Et le feuilleté. Donc là c'est une méthode donc un ami m'a expliqué. Je vais en fait la faire comme ça. Donc le feuilleté, les torsades, le feuilleté. Je viens couper à la disqueuse comme ça. Donc on enlève tout ça. On rapproche les deux parties et on soude. Et donc les bords viennent les uns en face des autres. Voilà. Pour faire un recuit sur ce type d'acier, il faut chauffer la lame à 700 degrés environ et la laisser refroidir le plus lentement possible. On peut faire ça en la chauffant
au rouge et en la plongeant dans de la cendre, ou comme ici au four électrique. La lame est chauffée à 700 degrés pendant 30 minutes, puis va refroidir pendant 5 heures jusqu'à température ambiante. Le recuit est un traitement thermique qui permet d'adoucir les tensions du forgeage, et à l'inverse de la trempe, il permet de donner une dureté minimale à l'acier pour pouvoir le meuler, le poncer facilement. Bon, ça c'est déjà plus propre. Les normalisations permettent de diminuer la taille du grain de l'acier qui a grossi pendant les multiples chauffes de soudure. J'effectue la première au four, assez haut en température, aux alentours de 830, pour homogénéiser l'ensemble. Ensuite, les suivantes, je préfère les faire à la forge. J'en fais 4 autres, en diminuant progressivement la température. Sur la vidéo, on voit bien le phénomène de recalescence lorsque l'acier passe en dessous de la température de trempe en refroidissant. Il y a une sorte d'ombre qui passe sur la lame. Je trempe le damas à l'huile que je chauffe préalablement à 30-35 degrés en y plongeant une barre de fer chauffée au rouge. Pour la chauffe et la température de trempe, quand les lames ne sont pas trop longues, je préfère faire ça à l'œil dans ma forge, en visualisant la décalescence, qui est le phénomène inverse de celui qu'on a observé tout à l'heure. Avec le test de la lime, on sait que la lame est trempée, elle est très dure mais très cassante. Il faut donc rapidement faire le revenu qui va redonner de l'élasticité à l'acier. Pour ça, je vais la laisser au four pendant 1 heure à 230 degrés environ. Regarde la dureté sur la pointe. Comme quoi. Ce n'est pas très passionnant de montrer des heures de ponçage, mais il faut savoir qu'en réalité, cette étape prend presque plus de temps que la réalisation du damas. Je commence au backstand avec des gros grains, 60, 120. Et ensuite, je finis à la main au papier de carrossier avec des grains de plus en plus fins, jusqu'à 800, voire 1000. Pour révéler le damas, j'utilise du perchlorure de fer qui va attaquer différemment les deux aciers, donnant un léger relief, et surtout l'acier au carbone va fortement s'oxyder et sortir noir, alors que l'acier au nickel va rester presque blanc.
Je la rince ensuite à l'eau claire, puis avec de la lessive de soude pour arrêter l'attaque du perchlorure de fer. Après un dernier passage à l'eau, je dépose une couche d'huile pour protéger la lame de l'oxydation. Trois parts de cuivre pour une part d'argent, grâce à cette lingotière très pratique achetée sur une brocante bijoutier à la retraite. Je coule un lingot de cet alliage que les Japonais appellent le shibuishi. C'est un alliage qui est assez malléable, qui se brasse bien et qui donne de très belles patinées. Après 3 ou 4 passes au laminoir, il faut recuire le métal pour lui redonner de la souplesse en le chauffant au rouge sombre, sinon il finit par craqueler, voire carrément par se casser. Alors sur la lance, il y a 2 parties en shibuishi. Une bague qui fait la jonction entre la douille et la hampe, et une en bas qui est fermée, un peu comme une boutrolle, qui protège le bois des chocs. Et les 2 bagues sont brasées à l'argent.
Après l'abrasure, je nettoie les bagues avec de l'acide chlorhydrique dilué. En bijouterie, on appelle ça le dérochage. Sur le shibuishi, je fais une patine à chaud avec du nitrate de fer, fabriqué maison, qui donne un ton gris métallisé foncé, que je vais ensuite frotter avec de la paille de fer pour faire un peu ressortir le ton rose du cuivre. La hampe, le fer de lance et les bagues sont assemblés par des rivets de bronze qui sont matés de chaque côté. Si j'ajoute de l'araldite, c'est parce que c'est une colle qui reste assez souple et elle va éviter aux différentes pièces de prendre du jeu avec le temps ou avec les chocs. Pour terminer la lance, je matérialise l'emplacement de la prise en main avec un cordon de soie tressé. Il y aura encore un truc à faire. Quoi donc? L'affûtage. Par un souci d'esthétique, il fallait choisir le même bois pour le fourreau et pour la hampe. Le souci, c'est qu'il fallait un bois assez souple et solide pour la hampe et en même temps un bois qui se sculpte bien pour le fourreau. Finalement, j'ai choisi du noyer. Celui-ci étant plutôt clair, pour contraster avec le damas et l'ivoire, j'ai préféré le teinter en marron rouge foncé.
Pourquoi l'ivoire? Parce que c'est un matériau qui a un grain d'une extrême finesse et qui permet de sculpter de tout petits détails tout en donnant toujours un poli magnifique. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'utilisation de l'ivoire d'éléphant n'est pas interdite, mais elle est extrêmement réglementée. Et il faut être motivé pour faire les démarches pour pouvoir l'utiliser. Pendant un temps, j'en ai utilisé avec toutes les autorisations nécessaires, mais ça me dérangeait quand même. C'est pourquoi aujourd'hui je n'utilise plus que de l'ivoire de mammouth. Ceux-ci ont disparu depuis longtemps et il n'y a donc pas besoin d'autorisation. Et puis il y a quelque chose d'assez fascinant dans le fait qu'on travaille un matériau qui a dans les 35 000 ans environ, quoi. Cet ivoire provient de Sibérie, il est sorti du permafrost. Le problème, c'est qu'il est de plus en plus difficile de se procurer des blocs de très bonne qualité pour la sculpture. En plus, c'est un matériau qui n'est pas donné et le prix a tendance à augmenter. On est aujourd'hui dans les 600-700 € le kilo environ, brut. Dans un bloc comme celui que j'ai utilisé ici, il faut penser qu'à la fin de la sculpture, presque 70% du matériau sera parti ou en copeaux ou en poussière. L'ivoire est un matériau plus dur que n'importe quel bois, et donc pour la sculpture, il vaut mieux utiliser des outils qui sont destinés au métal. Une fois la sculpture terminée et poncée, je finis le polissage avec du blanc d'Espagne dilué à l'eau. Ça permet d'aller polir même dans les parties en creux.
Et enfin, je plonge la sculpture dans du thé pour lui donner une légère patine et aussi pour faire ressortir le relief. Pour la goupille du fourreau, j'aurais pu l'usiner car sa forme est assez simple, mais j'aurais perdu pas mal de shibushi. J'ai donc préféré la couler. Le moule est directement sculpté en négatif dans de la stéatite. Cette pierre a deux avantages. Elle est très tendre et elle résiste très bien au choc thermique. Yet you will adapt to my private thing. No one should fake it out all the way in. Ain't no sensuality between our two. L'alliage est fondu dans un creuset en graphite dans un four à gaz que j'ai fabriqué moi-même. Cette goupille, fixée dans la gueule du dragon par un cordon de soie, permet de maintenir le fourreau en place sur le fer de lance. Now bring it, Flo.
La lance de Sylph et son fourreau m'ont demandé presque 150 heures de travail. J'ai réalisé de la même façon le couteau, le sabre, la hache, la partie d'armure et le casque, sans parler bien sûr du scénario ou des illustrations. L'ensemble aura pris 3 ans.